Bienvenue à tous. Bienvenue aux différents référents de subdivision qui ont pu être présents avec nous. Et à Naomi, qui est notre responsable réseau national, qui a coordonné toute cette campagne Choose des SMU pour cette année 2026, comme elle l'avait fait 2027 en 2025, et qui du coup prendra la suite de cette présentation. Donc, en gros, on va faire un point assez rapide sur le DES de médecine d'urgence. Qu'est-ce que c'est? Donc, en gros, la médecine d'urgence, c'est une activité en fait assez variée. C'est en gros le triptyque classique urgence, c'est urgence, SAMU et SMUR. C'est en gros, 80% des urgentistes vont pratiquer ces trois exercices. Et puis, on va avoir des exercices complémentaires qui vont être de l'humanitaire ou du soin intensif ou des choses comme ça, donc dont on va vous parler juste après. Ah, la vidéo, on la voit pas, c'est ça? Oui, c'est ça, on voit pas la vidéo. Ok, et là, on la voit? Yes. Ok, ça marche. Du coup, donc, en gros, la spécialité de la médecine d'urgence, c'est une médecine de l'aigu. Médecine de l'aigu, c'est en gros, c'est nous qui intervenons dans les 24 premières heures des patients. On prend en charge des patients graves, des patients moins graves, tout type d'urgence, donc l'urgence somatique. Et puis aussi, on peut prendre en charge de l'urgence psychiatrique. Et en gros, les trois piliers de notre prise en charge, c'est être polyvalent. À la différence des autres spécialités, et malgré ce que disent les autres spécialités, c'est que nous, on doit être bon dans à peu près tout, et notamment pour identifier qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui ne l'est pas. Il faut anticiper puisqu'on est en fait la porte d'entrée dans le système de soins. Donc, il faut qu'on soit organisé. Et surtout, et le point le plus important qui fait l'intérêt de notre spécialité, c'est la prise de décision. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, si vous prenez cette spécialité, c'est une spécialité qui nécessitera de vous positionner, de prendre des décisions, bonnes ou moins bonnes, mais voilà, de décider pour le bien du patient et avec toutes les conséquences qu'il y a derrière. Mais l'avantage, c'est que on a on a l'intérêt de... Alors, désolé, c'est un peu saccadé ce que je dis, mais j'accepte en même temps ce qui arrive. L'avantage, c'est qu'on a une activité qui ne ressemble jamais d'un jour sur l'autre. Et donc ça, c'est plutôt intéressant. On fait quoi? Donc les urgences, bien sûr, tout le monde connaît les urgences, le circuit long, le déchoc, et puis le circuit court. Alors bien sûr, vous en avez de plus en plus dans la médecine d'urgence de circuits courts par manque de médecins généralistes, mais c'est aussi ça notre activité. Euh, de la régulation, donc de la régulation où on passe tous par la régulation pendant notre formation, et puis après, c'est un exercice que certains continuent et d'autres continuent pas en fonction de leur poste et de leur évolution de poste. Et puis le SMUR, en général, qui fait l'intérêt et l'attrait de notre spécialité, sachant que malgré ce qu'on pense et malgré ce qui peut se faire, le SMUR est une activité qui est dédiée principalement aux urgentistes, même s'il existe encore certains endroits où il y a des mares. Le SMUR est une spécialité et un aspect de la médecine d'urgence. Qu'est-ce qu'on voit aussi? On fait du rapatriement, on fait de la traumato, on fait de l'AVP, on fait de l'urgence psychiatrique qui avale tout et n'importe quoi. Et puis, aussi, de temps en temps, on arrive à se faire des petits breaks quand on a un planning qui peut être assez light, puisque finalement, la médecine d'urgence, on travaille exclusivement
ou majoritairement en garde et qu'on a la chance de pouvoir se libérer du temps pour faire d'autres activités en plus. Certains font de l'expertise, certains font de la pédagogie. Donc voilà, donc il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est ça l'avantage de notre spécialité. Après, c'est une spécialité qui est stressante au quotidien et qui vous bouscule et qui a l'intérêt majeur de ne ressembler à aucune autre spécialité. En pratique, on s'organise comment? Donc, malgré ce que vous allez entendre, le DESMU, c'est 4 ans. Ce n'est pas 5. C'est prévu que ce soit 5 ans, mais pas tout de suite parce que le contexte ministériel et politique est tellement instable que finalement la maquette reste sur 4 ans avec trois phases. Une phase SOC, c'est la première année avec un partiel à la fin de la première année nationale avec 2 stages, en gros un service d'urgence et un médecine polyvalente, gériatrie ou médecine interne. Après, vous avez la phase d'approfondissement qui dure 2 ans où on a 4 stages à faire dans l'ordre qu'on veut avec un stage de SMUR. Alors, certains endroits ne font que du SMUR, d'autres font un peu de SAMU, un peu de SMUR. Dans les textes, c'est principalement du SMUR, l'activité. Un stage de réanimation, un stage d'urgence pédiatrique et un stage libre, sachant que selon les subdivisions, il y a des spécificités pour le stage libre, et donc c'est les référents qui vous en parleront. Ensuite, vous passez l'examen de fin de phase d'approfondissement national, et puis la thèse qui est en fait nécessaire pour accéder au poste de docteur junior pendant un an, où vous faites en gros un an d'exercice mixte, urgence, SAMU et SMUR. Alors ça peut être sur un ou plusieurs sites, et le docteur junior, en général, ça ne dure qu'un an. Et après, bah, vous passez en tant que senior classique. Sachant que le poste de docteur junior, en gros, vous êtes sur un statut d'interne euh, et vous prenez en fait des responsabilités progressives en tant que senior. Donc voilà. Ce qui est important, c'est que l'activité, elle se fait partager entre les CHU et les hors-CHU. Et donc, ça, c'est des points qu'il faudra après vérifier. Mais bon, ça, c'est un peu plus anecdotique. C'est une fois que vous serez dans le DES. Pour valider en fait votre maquette, vous avez besoin d'avoir un exercice un peu partagé. Comment on peut compléter notre formation? Donc, il y a des DIU. Alors, les DIU, c'est à la charge de l'interne ou du service qui lui fait. C'est des formations qu'on paye en plus. Et vous avez par contre des FST qui sont les formations transversales qui sont plutôt qui peuvent être inclus dans le DES et qui rajoutent en fait en général un an avec des stages complémentaires. Donc, celles qui sont préférentiellement rattachées à notre spécialité, c'est les urgences pédiatriques. Vous faites en gros un an avec un stage d'urgence pédiatrique, un stage de réanimation pédiatrique en plus, la médecine du sport ou de la pharmacologie médicale et thérapeutique. Mais il faut savoir que on a accès à toutes les FST de toutes les spécialités. Bien entendu, si vous candidatez sur de l'imagerie cardiovasculaire, ça va être plus compliqué, mais d'un point de vue dans les textes, on peut accéder à n'importe quel FST. Après, vous avez bien sûr celles médecine de guerre, qui sont des spécialités en fait pour lesquelles il y a un nombre assez limité de places et pour lesquelles vous avez en fait une sélection qui est plus importante et donc qui sont un peu plus difficiles à avoir. Quel débouché? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ce qu'on peut faire, c'est de l'urgence, du SMUR, de la régulation, du post-urgence aussi, si vous voulez faire plutôt de la médecine polyvalente, du centre de consultation non programmé, des soins intensifs et continus. Mais attention, vous ne pouvez pas avoir une activité complète en réanimation.
Ça peut être une partie de votre activité, mais pas l'essentiel de l'activité. Alors, en pratique, il y a certains endroits, notamment dans des centres un peu plus périphériques ou un peu plus isolés, où vous pouvez avoir un exercice complet en réanimation, mais c'est pas le but de la maquette. On peut exercer en médecine carcérale, faire du rapatriement sanitaire, de la médicalisation d'épisodes d'événements sportifs, concerts, voilà, de l'humanitaire, de la pédagogie, de la recherche pour ceux que ça intéresse. Et puis, vous spécialisez de l'urgence pédiatrique, de l'urgence, faire de la médecine hyperbare, par exemple, pour ceux qui ça intéresse. Ça existe. Par contre, un médecin urgentiste n'est pas un médecin généraliste. Donc, attention, pour l'instant, même si les choses peuvent être amenées à évoluer, pour l'instant, il n'y a pas de requalification en médecine générale à l'issue de notre formation. Et où on exerce, alors vous avez les hôpitaux publics et privés, ce qui correspond à la majorité de nos lieux d'exercice. Vous pouvez faire de l'intérim. L'avantage, c'est que on a des plannings qui peuvent être plus ou moins light et donc qui peuvent donner accès à de l'intérim. Travailler dans des maisons médicales, sur des postes partagés. Vous avez par exemple certains urgentistes qui ont des postes urgence USIC. Vous pouvez travailler pour les sociétés d'assistance, les parcs d'attractions, ça arrive. Vous avez notamment un des membres du bureau qui travaille à Disney, voilà, qui fait de la médicalisation pour Disney. Donc voilà. Donc en gros, on a la chance d'avoir un exercice qui peut être très varié et finalement qui reste personnalisé où chacun fait l'exercice qui lui convient, qui lui plaît et sachant qu'on peut passer de l'un à l'autre sans trop de difficultés. Hum, alors, si on se place notre spécialité, bah, avant tout, on va essayer de vous la vendre. Donc, parce qu'on l'a choisi. On l'a choisi parce que finalement, ça reste une des spécialités les plus jeunes, même si elle date de 2017 maintenant. Donc, on a presque 10 ans. On a une vraie plus-value au niveau médical. Un exercice, vous n'aurez pas 2 jours avec la même activité. L'avantage, c'est que c'est une rare spécialité où on respecte le temps de travail. Et vous verrez notamment par rapport à d'autres spécialités comme la réanimation, où on a la chance d'avoir des plannings qui sont assez respectés. Euh, on peut avoir une activité libre pour ceux qui veulent avoir une vie familiale. Bah, c'est quand même aussi une bonne chose de se projeter en disant que bah, on peut faire ce qu'on aime, mais en même temps, on peut ne pas y laisser sa santé. C'est une activité qui reste très clinique, mais en même temps, vous pouvez faire du geste. Vous pouvez poser un drain, de l'écho, faire des ponctions, réduire tout type de fracture. Et ça, c'est un vrai plus. Il y a peu d'administratifs. Euh, il y en a un peu, hein, mais il y a assez peu d'administratifs. Le patient vient, vous lui faites son compte rendu. Éventuellement, vous organisez le post-urgence, mais vous n'avez pas le SSR à trouver. Enfin, bien entendu, vous avez l'UHCD qui reste une activité qui demande un peu plus d'administratif, mais ce n'est pas le gros de notre métier. L'avantage, c'est que pour l'instant, on a la prérogative du préhospitalier. Alors, vous entendrez quand même parler là de tous les projets loi pour délocaliser en fait les décisions par le préfet, les pompiers, etc. Pour l'instant, la régulation, ça reste une régulation médicale par le SAMU. Et donc, voilà, on a encore cette prérogative. Et l'avantage, c'est qu'on travaille en équipe. Alors, et en général, les ambiances sont très sympas. Par contre, attendez-vous à être confronté à des situations stressantes, et ce, dès le début de votre internat, ce qui peut être difficile euh, parce que, parce qu'il y a de l'affect, parce que bah, vous êtes confronté aussi à la mort. C'est des choses qui arrivent, du diagnostic grave. Mais vous avez aussi des belles réussites. C'est du travail quand même. On travaille beaucoup la nuit.
en garde. Alors après, c'est ce qui fait qu'on a financièrement des salaires qui peuvent être très intéressants. Mais on travaille aussi les week-ends. On peut être les gardes, finalement, bah, plus on en vieillit et plus ça fatigue. Et pour ceux qui veulent du suivi de patients, c'est pas forcément la spécialité qui leur correspondra. Après, on revoit parfois les mêmes patients, mais on n'a aucun suivi en tant que tel si on fait de l'urgence classique. Si par contre on fait du post-urgence, là, vous pouvez avoir du suivi, mais c'est pas l'activité première de notre spécialité. Alors, bien sûr, bah, vous allez entendre tout et n'importe quoi sur la médecine d'urgence. Donc, vous allez entendre, euh, par rapport à d'autres spécialités, c'est une spécialité qui est un peu raillée parce qu'on est décrit comme des bourrins. Mais l'avantage, franchement, c'est que si vous voulez de l'adrénaline, une polyvalence, si vous voulez vous remettre en question tous les jours, si vous voulez que chaque jour ne ressemble pas à un autre, franchement, allez-y parce que c'est vraiment une activité qui est vraiment sympa. On va faire un peu de lobbying pour notre association, hein, quand même, mine de rien. L'association, donc, c'est les jeunes médecins urgentistes. On est 10 au niveau du bureau, chacun avec un poste particulier. L'objectif, c'est pour nous de développer la médecine d'urgence, de participer au fait que la voix des plus jeunes soit entendue. Voilà, essayer de faire des supports, essayer de faire avancer notre spécialité. Donc voilà, donc si vous voulez nous rejoindre, eh ben, vous pouvez vous retrouver sur le PowerPoint de l'année prochaine en photo. Eh ben, n'hésitez pas. Chaque année, en fait, on a des jeunes internes, comme par exemple Juliette qui s'occupe de la santé mentale, qui nous a rejoint cette année, et puis des plus vieux, des docteurs juniors et des PH comme Olivia qui est bien connue dans le monde de la médecine d'urgence, puisque elle a été présidente, puis elle a été présidente de l'ISNI, voilà. Et chacun s'occupe en fait un peu d'un thème, et surtout, bah, si vous avez des idées, des propositions, n'hésitez pas, on est vraiment ouvert à tout. Et avoir du son neuf, c'est toujours bien. Et puis, vous avez vos référents locaux aussi qui font énormément de choses qui sont pas toujours mis en avant, mais qui en fait permettent d'être sur le terrain et justement de nous faire remonter quand il y a des problèmes pour qu'on puisse, et quand il y a des bonnes initiatives pour qu'on puisse les appliquer au niveau national. Donc voilà, vous avez chacune des subdivisions pour lesquelles il y a un référent. Vous avez beaucoup de référents qui seront présents là et qui vont intervenir à tour de rôle pour vous présenter les spécificités de leur spécialité. Là, le but, c'était vraiment de vous expliquer très rapidement ce que c'est que la médecine d'urgence. Et puis ensuite, la partie un peu plus intéressante pour vous aider pour votre choix. Vous avez Naomi qui a fait l'année dernière un livret qui s'appelle le Tour de garde avec un guide de toutes les subdivisions en lien avec chacun des référents locaux qui va pour situer en fait comment se passe l'internat, les plus de chaque ville. Pour l'instant, la version 2026 n'est pas encore sortie parce qu'on n'a pas encore tous les postes. Mais voilà, Naomi va vous en parler juste après. Et bien sûr, le site Facebook, enfin le groupe Facebook, pardon, qui a été créé il y a à peu près une heure maintenant par Naomi. Et c'est Naomi, du coup, qui va nous en parler. Merci Cyril. Et bah bonjour tout le monde, moi je suis Naomi, je suis interne à Paris et je suis à la JMU, je suis VP Réseau National. Et donc on va essayer de discuter un petit peu avec certains référents des subdivisions qui étaient disponibles ce soir. Donc juste pour revenir à ce que Cyril a dit, donc l'année dernière on a créé avec les référents de chaque subdivision donc un guide que je vais vous mettre tout de suite, hop, le lien dans le chat, comme ça vous pouvez regarder. En attendant, comme Cyril l'a dit, on n'a pas toutes les infos pour euh,
Hop, ça c'est le guide. Donc, on n'a pas toutes les infos pour l'année à venir. Donc, pour l'instant, basez-vous sur celui de l'année dernière pour avoir certaines infos, que ce soit sur la ville ou que ce soit sur les spécificités. Et après, donc, dès que c'est bon, je le publierai dans le groupe Facebook, dont je vous envoie le lien également tout de suite sur le live. Comme ça, vous pouvez le suivre. Je vais aussi le mettre sur entrée de CNI. Voilà. Donc là, on va passer justement aux référents des subdivisions. Il y en a à peu près 5, 6, je pense. Donc on va commencer avec Clémentine qui va vous parler un petit peu de l'Anti-Guyane. Bonjour à tous. Du coup, moi, je suis Clémentine, je suis interne quatrième semestre en Guadeloupe, donc région Antilles-Guyane. Donc, si vous choisissez notre subdivision, déjà, c'est trois territoires, c'est la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Donc, au niveau des Antilles, on tourne un peu sur les trois territoires. Nous, c'est quasiment que des stages enfin, c'est même que des stages en CHU, parce on n'a pas de périph. Enfin, si, on a des périphes, mais pour lesquels on va pas en stage là-bas. Donc, les Antilles, c'est quoi? Je vais commencer niveau formation. Nous, on a des stages qui sont variés comme partout. On passe pareil dans tous les stages obligatoires. Au niveau du stage libre, chez nous, vous faites un peu ce que vous voulez. Si vous avez envie d'aller en anesthésie, en cardio, refaire un stage que vous avez déjà fait, vous pouvez. Aucune obligation en tout cas. On a la FST PED que pas mal de gens font, qui est un peu libre à tous. On n'a pas vraiment, enfin, on a un nombre de places limité, mais normalement, ça passe plutôt bien. On a des petites promos, on est entre 6 et 7 par an à peu près. Donc ça se passe plutôt bien. Pareil pour choisir les territoires, que ce soit la Martinique, la Guadeloupe ou la Guyane, on arrive à se coordonner pour choisir ce qu'on a envie. Qu'est-ce qu'on a d'autre chez nous? Niveau formation, on est plutôt autonome, même beaucoup. Pour le début, c'est un peu compliqué parce que souvent, on est, je trouve, pas tant encadré sur les premiers semestres. Mais du coup, ça permet de nous autonomiser très rapidement et faire en sorte que, actuellement, en quatrième semestre, en SMUR, on sort déjà tout seul. On sort tout seul. On fait des évacuations sanitaires, ça on en fait beaucoup. On ramène des gens en Martinique, puisqu'en fait moi je suis en Guadeloupe, donc on n'a pas tout le plateau technique nécessaire en Guadeloupe, donc on fait beaucoup d'évacuations sanitaires en Martinique, qu'on fait déjà en tant qu'interne. Pareil sur la métropole, on ramène pas mal de monde sur Paris. Puis en Guyane aussi, on ramène du monde sur Paris et sur la Martinique pour manque de plateau technique aussi. Donc on fait des évacuations qui sont assez intéressantes, très stylées. J'ai fait une ECMO il y a 3 jours. J'étais avec un IAD, voilà. Enfin, des trucs qu'on fait jamais autre part, donc c'est vraiment assez stylé. On fait beaucoup d'hélicos tous les jours. Enfin, moi, en tout cas, en Guadeloupe, on en fait tous les jours. On a le droit de monter en tant qu'interne. On a une bonne place chez nous, en tout cas. Ce qui peut être bien niveau autonomie, mais par contre, du coup, niveau formation, des fois, c'est un peu limite. Mais on s'autonomise très vite et on devient apte à beaucoup de choses. Le temps de travail est totalement respecté, comme partout, j'imagine. Qu'est-ce qu'on a d'autre chez nous? Donc j'ai dit pas vraiment de périph, on fait tout en CHU. Niveau cadre de vie, on va pas se mentir qu'on vit là où vous venez en vacances, donc c'est vraiment incroyable. On a les îles, on a la mer, on a la montagne, on a la forêt avec la Guyane. La Guyane, c'est incroyable. Enfin, c'est hyper varié, il y a plein de cultures. Enfin, c'est vraiment très cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une culture, il y a la musique, il y a tout. Enfin, c'est vraiment les Antilles, c'est incroyable. Après, point négatif, vous pouvez être loin de vos proches. Moi, j'ai l'avantage d'avoir ma famille ici puisque j'ai grandi ici, donc je suis rentrée chez moi. Mais les proches peuvent être loin, mais on peut rentrer assez facilement. C'est 8 heures de vol. Bon, ok, les billets sont chers, mais on a l'avantage aux Antilles de gagner 40% en plus que ce que vous gagnez en métropole. Donc, j'ai jamais gagné moins de 3 000 euros, avec les gardes, bien évidemment, mais en net depuis mon premier semestre. Donc c'est plutôt bien. 40% en plus dit à peu près 700 euros par mois en plus qu'un salaire de métropole. Donc franchement, avec les gardes, comme je dis, moi je suis entre 3 et 4 000 euros par mois depuis le début. Et en Guyane, tu as encore 600 euros de plus parce qu'on est en Guyane. Donc c'est plus, on va dire, c'est une prime d'éloignement, de vie chère, de tout ça. Mais du coup, mes potes en Guyane, ils sont à 3 500, 4 000 euros par mois, quoi. Donc c'est vraiment bien. On a 30% d'abattement d'impôts en plus. Donc on paye moins d'impôts, on gagne plus d'argent.
au soleil. Voilà, donc c'est plutôt cool. Et voilà, donc vraiment très facile de rentrer 2 fois par an, voir sa famille en métropole. Vu qu'on gagne plus d'argent, on peut payer des billets, donc aucun souci là-dessus. Donc plus de thunes, un cadre de vie incroyable, des stages très cool en autonomie. Et franchement, un territoire de ouf où vous pouvez faire plein de trucs. Moi, je conseille. Après, il y a forcément des inconvénients, comme je vous ai dit, niveau autonomie. On est très autonome, mais du coup, des fois mal encadré. Mais il faut être prêt à sortir les doigts et à se démerder un peu tout seul. Mais après, bon, c'est plutôt bien. Après, niveau formation, on a quand même 3 séminaires par an. Je sais que ça se fait beaucoup aussi en métropole. Nous, on fait un séminaire d'1 semaine, 3 fois par an sur chaque territoire. Il y en a un en Guyane en juin, un en décembre en Guadeloupe et un en avril en Martinique. Du coup, ça permet de faire de la cohésion. On est toujours une trentaine à peu près, parce qu'on est 6-7 par promo. Et on fait sur des thèmes, à chaque fois des thèmes différents pendant 1 semaine. Donc c'est plutôt bien, plutôt varié. Et puis ça permet de rencontrer tout le monde. Et puis voilà, on fait ça chaque année. Donc c'est cool niveau formation. Et voilà, je pense que j'ai un peu tout dit. Ça me paraît plutôt pas mal. Je sais pas si Naomi, tu as des trucs à dire en plus sur la Guyane, vu que tu y es en ce moment. Mais en tout cas, les Antilles, c'est super. Et la Guyane, ça vous gagne. Donc choisissez les Antilles et la Guyane. Merci Clémentine. Non, mais je complète la... J'ai la chance de faire un interchu en Guyane en ce moment, donc j'ai découvert tout ça et on voit des choses qu'on voit nulle part ailleurs. On voit des belles prises en charge, on voit des choses incroyables. Donc franchement, je ne peux que conseiller. Et si vous avez un côté aventurier et que vous aimez découvrir plein de choses, eh ben, foncez, n'hésitez pas, c'est super. Et surtout, les séminaires, c'est incroyable. Donc Ça, c'est merci, clair. Donc merci Clémentine. On va passer à César pour Besançon. Bonsoir tout le monde. Malheureusement, je pourrais pas allumer la caméra, j'en suis désolé. Quelques mots sur Besançon. Alors, je vais surtout m'arrêter sur les spécificités de notre subdivision. La première, pour la régulation, on est la seule ville en France à réguler nos 4 départements. Donc, un exercice un petit peu sportif pour connaître les moyens de nos territoires et de nos hôpitaux. Donc, ça, c'est assez intéressant. Sur le domaine préhospitalier, toujours sur ce domaine-là, on a un seul centre de traumato de niveau 1 qui est Besançon. Donc beaucoup de déplacements héliportés pour rapatrier certains types de pathologies, les pathologies de traumatologie, les pathologies de neurochirurgie, puis de chirurgie thoracique. Donc pareil, une partie héliportée assez importante avec nos 2 hélicoptères. Sur le plan de la formation en stage, bah, rien de très différent de la maquette qui a été présentée tout à l'heure. Une grande liberté dans le stage libre, comme pour plein d'autres villes. Possibilité de faire de la gynéco, de la cardiologie, repartir en réanimation, faire un peu tout ce que vous avez envie. On a une formation théorique qui est assez développée, qui est organisée sous la forme de 3 semaines par an, en commun avec la subdivision de Dijon, qui est juste à côté de chez nous. Des semaines de cours qui sont faites toujours de la même façon, 3 jours de cours magistraux, et puis derrière 2 jours de pratique, de simulation, d'échographie, de TP procéduraux sur des gestes, intubation difficile, pose de cathéter, pose de drain, etc. Donc une formation pratique qui s'est pas mal étayée ces dernières années pour accompagner les internes sur ces volets-là. L'éco, bah, j'en ai parlé. Possibilité assez facile de faire tout ce qu'on a envie, hein. Ceux qui ont envie de faire des DU, il n'y a aucun problème pour se libérer pour y aller. Ceux qui veulent faire la FST, que ce soit médecine d'urgence, urgence pédiatrique, pardon, médecine de guerre, médecine du sport, beaucoup chez nous. Il n'y a aucun problème et les coordinateurs signent les autorisations sans trop de soucis. Sur Besançon, petite particularité, c'est qu'on ne fait pas de 24 heures, que ce soit les chefs comme les internes. Donc repos pré-garde pour les nuits, que des plages de 12 heures, ce qui permet d'avoir une qualité de vie assez appréciable
comme l'a dit Cyril, avec pas mal de jours de libre dans la semaine qui permettent de faire plein d'autres choses à côté. Dernier élément peut-être que je rajouterais, un petit point sur la recherche. Moi, je suis actuellement en 8e semestre, en 4e année de médecine d'urgence. Donc on est une ville qui essaye de développer pas mal ça, une spécialité jeune, comme on l'a dit tout à l'heure, née il y a moins de 10 ans, il y a à peu près 10 ans. Donc avec plein de choses à faire. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de faire, oui, de la clinique, mais aussi d'autres choses, de la pédagogie, de la recherche, que ce soit en préhospitalier, en hospitalier, en traumato, etc. Il faut pas hésiter à prendre notre spécialité. Il y a c'est un domaine qui est en pleine expansion avec des universitaires jeunes dans plein de villes. Et donc ça, c'est aussi un grand point positif pour notre spécialité, à mon sens. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des soucis. Et on a fait un super site qui s'appelle moninternat.cbesançon.fr où il y a toutes les infos sur la ville, sur la subdivision. Donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Merci beaucoup César. Et ben, n'hésite pas à le mettre aussi dans le chat, comme ça les gens peuvent le retrouver directement. Donc merci pour Besançon. On va passer à Caen avec Sueva. Bonjour à tous, merci Naomi. Du coup, c'est Sylvia Brunet, je suis référente des DSMU à Caen. J'en suis à mon 6e semestre de médecine d'urgence à Caen. Je vais commencer par la formation. Alors, à Caen, on a beaucoup de formations théoriques, ce soit la première année ou que ce soit jusqu'au docteur junior. On a des séminaires régulièrement sur 2 à 3 jours à chaque fois, que ce soit sur de la pédiatrie, sur de la traumato, un petit peu, mais pas beaucoup, pas assez à mon goût en tout cas. Et on a beaucoup sur la cardiologie, sur la sauve, sur le SAMUSMUR. Et l'avantage de beaucoup de ces formations, c'est qu'au-delà d'être de la théorie, c'est aussi beaucoup de pratique. Vous ferez de la simulation sur des mannequins de basse à haute fidélité, où c'est hyper formateur parce que du coup, vous êtes plongé dedans et mais si on est un peu plus accompagné qu'en Antilles-Guyane, j'ai l'impression, au moins là-dessus, vous êtes solo et il faut vous débrouiller solo. Et quand on fait le débrief, vous oublierez jamais la simulation que vous aurez faite. Donc là, pour le coup, pour la formation théorique et pratique, je trouve qu'on est vraiment bien encadré. On a aussi des cours d'échographie, puisque l'échographie est désormais obligatoire dans nos pratiques, où on a un jour par semestre de formation d'échographie avec une évaluation. Alors, une évaluation, c'est un gros mot, hein, c'est juste pour voir où on en est globalement dans nos acquis en 2e et 4e année. Et on a des séminaires avec les pompiers, etc. Donc, la formation est pas mal. On a évidemment, comme tout le monde, la formation sur UNES et nos examens en fin de première et fin de 3e année. Si vous avez des souhaits de formation, c'est aussi très ouvert. Ils ont à cœur de prendre toutes nos suggestions. Ça a été un petit peu compliqué à l'hôpital de Caen. Je ne sais pas trop si vous avez suivi, mais on a eu quelques départs du CHU. Les périphéries sont pleines, hein, mais quelques départs du CHU de Caen avec quelques problèmes d'encadrement. Des internes avec un stage qui a fermé sur le semestre dernier pendant 6 mois pour tous les internes sauf la nuit pour maintenir la permanence des soins. La situation semble s'être améliorée. Il reste des points négatifs, des points de surveillance. Je fais aussi partie du syndicat local. Donc, j'accède à toutes les réunions. Pour ceux que ça inquiéterait, c'est en train de se stabiliser. Je ne peux pas vous garantir que ce sera parfait l'année prochaine, mais en tout cas, c'est bien mieux que ça ne l'était il y a un an. Et vous pouvez être sûr que nous, le syndicat, on sera derrière à surveiller et que quoi qu'il se passe, on sera là pour que votre formation soit agréable et que vous vous sentiez en sécurité et formé tout du long. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on a à cœur de défendre. Pour ce qui est des stages, donc nous, on a des stages au CHU, des stages en périphérie. Pour les stages libres, c'est un peu plus pénible que dans les autres subdivisions, puisque nous, on n'a pas le droit de faire nos stages libres en réanimation, en SAMUSMUR, en pédiatrie, parce qu'on n'a pas assez de terrain de stage pour tout le monde, sinon pour repasser dans ces endroits-là.
Après, tout se négocie, mais c'est vraiment ces trois points-là, sauf si vous trouvez un stage dans une autre subdivision en faisant un interchu, c'est vraiment difficile de faire votre stage libre là. Sinon, vous faites ce que vous voulez, vous faites de la pneumo, de la neuro, là, s'il y a un projet d'ORL qui est en train de se monter, enfin, vraiment, sinon, le stage libre, c'est hyper, hyper libre. Les subdivisions, il y a des internats presque partout, pas partout, à quand l'internat est tout petit et il est priorisé par les internes des autres subdivisions et de première année. Et à Lisieux, il y a un tout petit internat aussi, mais nos subdivisions sont majoritairement accessibles en train, avec maximum 1 heure et demie de déplacement dans les autres subdivisions, sauf exception où il faut mettre 2 heures et demie, je crois que c'est pour Avranches, où il n'y a pas de train. Enfin, il y a des trains, mais le mieux c'est d'y aller en voiture et vous mettez qu'une seule heure en voiture avec des covoites possibles entre internes. Euh, sur les FST, tout ça, nous on a la FST Urgence Ped, là pour l'instant qui est pris que par des urgentistes et pas par des pédiatres. On a 2 places, donc ça peut parfois être un peu serré si vous voulez faire cette FST. Pour la FST médecine du sport, on est en concurrence avec d'autres spécialités, il n'y a qu'une seule place. Et donc c'est pas toujours un urgentiste qui l'a. Pour les autres FST, globalement, on n'a aucune problématique. Pour ce qui est du SAMU-SMUR, nous on fait de la régulation. On fait mi-temps régule, mi-temps sortie. Vous verrez, c'est bien enfin, c'est organisé différemment chez nous avec des journées où vous êtes en régule et sur les créneaux horaires, vous partez en fait à tour de rôle, vous partez sur les interventions. Il y a 2 internes et un autre qui part en intervention. Ça, c'est au SAMU 14, au SAMU 50 et 61. Je ne sais plus exactement comment c'est organisé. Euh, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, c'est cool. Et par contre, on n'a pas de. Enfin, sauf ceux qui partent en stage à Argentan, font pas de stage d'hélico. On n'a pas non plus de SAMU marin, malgré le fait qu'on soit à proximité de la mer, puisqu'il est à Granville et qu'on n'a pas forcément de stage là-bas. Mais après, c'est toujours possible de demander à ouvrir un stage, etc., etc., pour y accéder. Donc, globalement, notre coordinateur de DES, il est assez ouvert à tout projet que vous vouliez faire, de la recherche, faire un interchu, enfin, faire une FST. Vraiment, il vous soutiendra. Notre CHU à nous peut être un petit peu plus pénible sur les projets, mais ça, c'est toujours une question de se défendre et on essaiera de faire le max pour vous. Et je vais finir par la ville. Caen, c'est une ville qui est pas très loin de la mer. On est à 15 km. Beaucoup de Cherbourg est à côté de la mer. On a des subdivisions qui sont dans les terres, mais parfois pas trop loin de la mer non plus. Donc ça, c'est hyper cool. Euh, et on a un peu d'histoire aussi, puisque c'est quand même la ville de Guillaume le Conquérant et la région de la Seconde Guerre mondiale, la Normandie. Donc, n'hésitez pas à venir à m'envoyer des messages si vous avez besoin de renseignements complémentaires. Et si vous voulez nous rejoindre, bah, ravi et bienvenue à Caen. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, bah parfait, on a toutes les infos pour quand. Maintenant, on va pouvoir passer à Grenoble avec Adrien. Ouais, salut à tous, désolé pour le petit délai. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Du coup, bonjour, moi je m'appelle Adrien, je suis en 6e semestre de médecine d'urgence à Grenoble. Bon là, je suis en dispo, donc c'est pour ça que je suivais pas trop les news ces derniers temps. Mais bon, on va pouvoir discuter un petit peu de Grenoble ce soir. Alors déjà, Grenoble, bon, bah, il y a toutes les infos sur le livret qui sont toutes exactes. Donc il y a une douzaine de places globalement tous les ans. Ça peut varier à 1 ou 2 places près. C'est une maquette qui est classique. On commence par 6 mois au CHU, en urgence ou en medpo. La medpo, on peut la faire au CHU ou en dehors. Par contre, les 6 mois des urgences, comme partout ailleurs, je pense, c'est au CHU. C'est 6 mois juste pour les urgences, parce que la medpo, c'est variable en fonction de chaque service. On est franchement très bien encadré, avec des chefs à Grenoble qui sont globalement jeunes, plutôt tous très bienveillants. C'est une équipe qui est très jeune parce que il y avait très peu d'effectifs à Grenoble il y a pas si longtemps que ça, et donc ça s'est renouvelé récemment. Donc bah, ils sont tous hyper bienveillants, on est très très bien encadré, jamais lâché tout seul. Donc c'est vraiment un apprentissage qui est progressif, en tout cas la première année. Et puis après, on a 3 périphéries. On a 3 grands centres, Grenoble, Annecy et Chambéry. Après, avec des possibilités pendant des stages libres, surtout d'aller ailleurs, d'aller à Salanches, d'aller à Thonon éventuellement, à Saint-Jean-de-Maurienne ou d'autres endroits dans la montagne. Donc ça, on fait un petit peu ce qu'on veut là-dessus.
Rien de particulier sur la régulation. Ça dépend un peu de chaque centre. Globalement, on tourne très majoritairement entre Grenoble, Chambéry et Annecy. Donc Grenoble et Annecy, c'est des trauma centers de niveau 1, même si Annecy, il n'y a pas tout, il manque un petit peu de neurochirurgie, de réapède et de chirurgie pède. Et Chambéry, c'est un niveau 2, donc ça reste des gros centres. Euh, Et ensuite, on fait le DJ où on est obligé, nous, de faire un an au même endroit. On peut pas faire 6 mois à un endroit, 6 mois à un autre, comme dans certaines villes. On fait un an au même endroit et on a des places, un nombre de places disponibles en fonction des besoins dans chaque ville, Grenoble, Annecy ou Chambé. C'est forcément un des trois. Voilà, donc ça, c'est un peu l'organisation classique du DSMU. Euh, une des grosses particularités, c'est que les choix à Grenoble, on les fait pas en fonction du classement aux ECN. C'est une sorte de tradition qui s'est mise en place il y a plusieurs années et qu'on essaie de garder. Alors peut-être qu'il y aura une promo un jour qui dira, bah non, nous on a envie de choisir au classement. Nous on trouvait ça un petit peu dommage et c'est vrai que ça se fait plutôt bien quand on n'est pas des énormes promos. Donc globalement, il y a beaucoup de très bons terrains de stage, donc on fait ça à l'amiable. Et c'est assez sympa, ça permet à tout le monde de faire un peu sa maquette comme il veut. Si tout le monde est prêt à faire une ou deux concessions, ça se passe très bien. Pareil pour le DJ, où ça se passe des fois un peu moins bien, mais globalement, tout le monde arrive à trouver son bonheur, donc ça, c'est très cool. Les particularités qu'il y a à Grenoble, c'est la médecine de montagne. Alors, la médecine de montagne, c'est autant une particularité pour les MG que les urgentistes à Grenoble, ou les réa. On a le DUMUM, donc le DU de médecine de montagne. Il y a deux villes qui le proposent. Je crois qu'il y a Toulouse et il y a nous. Tout le monde peut le faire. Donc, en venant d'une autre ville, on peut très bien se dire j'ai envie de faire ce DU. Mais c'est un peu plus facile. Il y a un nombre de places limité tous les ans. Et les internes qui viennent de Grenoble ou de Toulouse sont un peu prioritaires. Donc, c'est un petit peu plus facile si vraiment vous voulez orienter votre pratique là-dessus. À Grenoble, c'est déjà mettre un gros pied dans ce milieu qui est franchement sympa, même si moi, j'en ferai probablement pas. Mais c'est quelque chose d'hyper attractif et d'hyper intéressant si vous aimez un petit peu bosser en autonomie dans des conditions dégradées et un petit peu difficiles. C'est hyper exaltant. Ensuite, sur le plan théorique, nous, on a des simus une fois par mois, des simus classiques où on est entre nous, entre promos. Une des problématiques, c'est qu'il n'y a pas de paramètres la plupart du temps, même si des fois oui, et que du coup, on doit jouer les rôles des infirmiers et des ambulanciers, ce qui est hyper bien au début, mais c'est vrai qu'au bout de quelques années, on a envie de se focaliser un peu sur le rôle du médecin, mais au début, ça permet d'apprendre à préparer des drogues, de se préparer à perfuser, de se rendre compte du temps que ça demande. Donc c'est hyper sympa. Tous les ans, donc à chaque début à chaque début novembre, les troisième années, ils organisent un séminaire d'accueil qui dure 3 jours, qui se fait dans un endroit dans la montagne. Souvent c'est dans le Beaufortin ou à Champs-Rousse ou quoi. Où globalement c'est un mix de choses sérieuses et de choses moins sérieuses. Où il y a à peu près toutes les générations d'internes de Grenoble actives et une bonne dizaine, quinzaine de chefs qui viennent. C'est hyper cool pour commencer à connaître tout le monde et créer une bonne ambiance. C'est hyper sympa. Ensuite, on a de la traumatologie. Alors, la traumatologie, c'est un peu particulier parce que si on reste juste sur le CHU Nord, là où on passe les 6 mois des urgences, on fait que la traumatologie axiale, donc le rachis et le bassin. La traumatologie périph', elle se fait à l'hôpital Sud, où on peut passer une semaine donc, pendant le stage aux urgences de 6 mois, la première année, ou on peut y passer en stage libre et on peut même faire un exercice mixte pendant le DJ, ça peut se négocier. C'est un stage qui est hyper prisé où vraiment on fait de la traumatologie à la chaîne, il n'y a que ça. Donc on fait beaucoup de fractures, beaucoup de réductions, beaucoup de réductions d'épaule, beaucoup d'examens de genoux, d'examens de cheville, dans tous les sens. Donc ça, pour se faire la main, c'est hyper sympa. Il y a aussi la possibilité de faire la traumatologie si on fait un stage libre en station, donc dans un cabinet de médecine de montagne, c'est hyper sympa. Pour ceux qui aiment, moi j'aime pas trop, mais c'est une bonne façon d'apprendre à mon sens. Ensuite, sur les FST, à Grenoble, c'est surtout la FST de PED qui est mise en avant, où la plupart des FST que j'ai vus, c'était des FST de PED. Je sais qu'il y a une interne qui avait demandé une FST de médecine d'urgence. Je crois que ça a été refusé par le CHU parce qu'il y a pas mal de villes où la médecine d'urgence n'est pas prioritaire sur la FST, comme il y a un nombre de places limité. Souvent, les MedG, les rhumatos, voire les MPR sont prioritaires. Après, c'est comme tout, si le dossier est bon et qu'il y a un vrai projet derrière, je pense que ça se négocie. En tout cas, c'est pas les coordonnateurs qui vont freiner sur les FST. Pareil pour les interchus ou les dispos, etc. Tant que ça match avec les impératifs de place à pourvoir dans certains terrains de stage,
et ben il y a aucun souci, on est assez libre là-dessus. Franchement, tout est fait pour que la maquette, on l'organise comme on le souhaite. Ils nous aident, ils nous conseillent, mais même s'ils sont pas d'accord avec un stage, si c'est vraiment quelque chose qui est cohérent et qu'on veut faire, ils nous laisseront faire ça. Enfin, pour l'instant, ça se passe très bien. Ils sont hyper bienveillants là-dessus. Sur la région, bon, bah, il y a de la montagne partout. C'est une région qui est hyper tournée vers le sport, vers la nature et vers un mix des deux. C'est une région aussi qui est très tournée. Il y a une grosse vibe écolo dans Grenoble et dans tous les alentours où on fait il y a beaucoup de vacances locales, quoi. On part au ski, on part faire du trail, on fait du ski de rando, du ski de fond. Donc c'est vraiment des choses hyper sympas que moi j'ai découvert puis j'arrivais de Nice. Et c'est trop cool. On vient un peu au rythme des saisons à Grenoble, ça c'est trop bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense que j'ai passé un peu toutes les particularités de Grenoble. Après, sur le fait de choisir la médecine d'urgence, je dirais que bah, tous les avantages de l'aspect déjà été présentés. Mais il y a aussi la question, il faut se poser la question de quelle qualité ça demande. Et je pense qu'il y a une qualité qui n'est pas assez souvent mise en avant et qui peut faire défaut des fois à certaines personnes qui ne l'avaient pas anticipé. C'est que c'est une spécialité qui demande énormément de communication avec les équipes paramèdes, qui des fois sont pas faciles. Les équipes de SMUR, souvent, c'est des vieux briscards et quand on arrive jeune interne, il faut réussir à communiquer de la bonne manière avec eux, avec les patients, que ce soit au 15 ou que ce soit en face à face, au SO ou en SMUR. Et avec les autres spécialités, on est toujours en train de communiquer avec les gens. Et si on ne sait pas le faire, si on n'est pas à l'aise avec ça, bon, ça peut être compliqué. Mais du coup, c'est une spécialité qui est hyper intéressante parce qu'on est toujours en train d'interagir et on n'est pas face à un ordi tout seul. Donc moi j'adore, j'ai aucun regret d'avoir choisi ça et j'espère que vous serez beaucoup à choisir la médecine d'urgence pour les bonnes raisons. Et si vous venez à Grenoble, ça sera un plaisir de faire votre connaissance. Voilà. Merci Adrien. Bah, je suis... Oula, c'est moi qui... Ah non, c'est bon. Je suis d'accord avec toi sur toute la partie communication. C'est très important de le rappeler parce que c'est vraiment le cœur même de chacune de nos journées, peu importe ce que ça va être, du SMUR, de la régulation ou encore les urgences. On va pouvoir passer à Rennes maintenant avec Océane. Salut, vous m'entendez bien ou pas? Oui, très bien. Ok, super. Du coup, moi, c'est Océane, je suis la référente pour Rennes. Du coup, je vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, les points positifs et négatifs de l'aspect, mais enfin, moi, ce que j'adore vraiment, moi, je suis interne de quatrième semestre et j'ai vraiment choisi la médecine d'urgence bah, pour la polyvalence, enfin, le fait qu'il y a vraiment aucune journée qui se ressemble, qu'on fasse plein de choses différentes et aussi sur le fait qu'il n'y ait pas trop d'administratifs. Ça, c'est un peu ma paperasserophobie, mais que je retrouve malheureusement dans les stages hospitaliers. Mais bon, franchement, aux urgences, il y en a pas beaucoup, donc c'est vraiment chouette. Donc pour Rennes, on est globalement des promos de 13 sur le concours, mais en fait, il y a pas mal de droits au remords de Med-G ou gériatrie, par exemple, vers la médecine d'urgence, avec le coordonnateur qui accepte quand même pas mal les droits au remords, donc ce qui fait qu'on se retrouve des fois des promos entre 15 et 20. Donc ça, pour les choix, c'est aussi un peu à prendre en compte, parce que nous, les choix, ça se fait avec le classement. Donc c'est toujours le classement qui rentre en compte pour les choix. Et donc il y avait une année, par exemple, celle au-dessus de la mienne, où c'était vraiment une grosse promo, donc des fois ça peut bugger, mais globalement, ça se passe super bien. Les stages libres, on peut globalement faire ce qu'on a envie, ils sont pas du tout embêtants. À Rennes, on a un poste à l'unité soins intensifs neurovasculaires qui est réservé pour nous et qu'on a. Donc en stage libre, on peut très bien faire 6 mois là-bas ou que 3 mois. Nous, ils sont pas trop embêtants sur les stages couplés 3 mois, 3 mois. Donc après, ça va dépendre évidemment des places disponibles avec les autres spécialités, parce qu'on dépend toujours des autres spécialités, des postes qui leur restent pour nous les donner. Mais globalement, on peut faire un peu ce qu'on veut en stage libre. Donc ça, c'est chouette aussi pour pouvoir personnaliser vraiment son parcours. Il y avait une conférence qui présentait les médecines d'urgence, mais il y a toujours des choses. Et sur la partie théorie, donc on a plusieurs cours par an, on a 3 à 4 séminaires, donc c'est vraiment les séminaires, c'est en fait intra-promo.
où on doit présenter nous des petits topos le matin et puis après c'est les universitaires qui nous font cours l'après-midi. Donc c'est vraiment chouette, ça fait un moment convivial où on se retrouve. Pour l'instant c'est 3 à 4, mais ils veulent augmenter à plus pour qu'on ait vraiment plus de formation. Donc sur les années à venir, même je pense dès l'année prochaine, ils vont essayer d'augmenter à 5 séminaires par an tous les ans. Les cours d'échographie, pareil, on en a environ 3 par an. Et ça, c'est vraiment chouette parce qu'il y a des appareils qui nous sont prêtés et on est 2 par appareil. Donc en fait, on a vraiment le temps de pratiquer. Aux urgences à Rennes, il y a des appareils d'écho qui sont dispo. Donc pareil, on peut pratiquer aussi quand on est en stage. Enfin, faut vraiment pas hésiter, ça c'est vraiment chouette. On a aussi environ 3 simulations par an. Là, il y a eu un petit bug l'année dernière quand même parce qu'il n'y avait pas de paramètres disponibles. Mais c'est en train de se résoudre les problèmes. Donc en théorie, sur les années à venir, il devrait y avoir de la simulation haute fidélité avec les mannequins. Et après, bah, pour la ville en soi, enfin moi je suis née à Rennes, j'ai vraiment fait toute ma scolarité et tout à Rennes, et en fait c'est vraiment une ville très chouette qui est à taille humaine, où il y a plus de bars dans le centre-ville au mètre carré que d'habitants, mais ce qui fait vraiment un centre-ville super convivial, enfin c'est la Bretagne, ce qu'on pourrait croire, il fait quand même beau, il pleut pas tout le temps. Les périphériques, elles sont proches de la mer, c'est soit Vannes, Saint-Brieuc ou Saint-Malo et Lorient qui sont maximum pour la plus loin, je crois, à 1h45 en voiture. Donc ça fait quand même des périphes qui restent proches de Rennes. Donc c'est tout à fait possible de garder un logement si jamais. Mais il y a des internats dans toutes les périphes. Il n'y en a pas à Rennes, mais il y en a dans toutes les périphes, donc ce qui est vraiment pratique. Et elles sont proches de la mer, donc c'est ça vraiment l'avantage. Et puis voilà, la Bretagne, c'est vraiment une région super chouette à découvrir. Et les universitaires et les équipes aux urgences là à Rennes sont quand même super jeunes, hyper disponibles. Donc enfin, franchement, c'est vraiment une ville que je recommanderais à 100%. Merci beaucoup, Océane. Et bah parfait. Est-ce qu'il y a d'autres référents dans le live qui n'ont pas pu parler encore? Parce que j'ai l'impression d'avoir fait parler tout le monde. Donc n'hésitez pas si j'en ai oublié. Sinon, je vais passer parler un peu de Paris. Donc, comme je vous disais au début du live, moi je suis Naomi, je suis interne de 5e semestre. Je fais mon internat à Paris et là en ce moment je suis en interchu en Guyane. Donc pour Paris, quelques petites infos. Donc déjà pour commencer au niveau des cours, on a à peu près une journée de cours toutes les 2 semaines. C'est des cours magistraux sur à chaque fois un thème différent. Ça peut être la pédiatrie, la traumato, de la neuro. Donc à chaque fois il y a un thème différent. Et ça, c'est tout au long de la scolarité, enfin tout au long de l'internat. La première année d'internat, on a plus de cours que la dernière année, mais ça s'étale plus ou moins. Après, on a aussi pour l'échographie, on a 2 séminaires d'échographie par an, où à chaque fois c'est une journée d'écho, où on est en quart de promo, sachant qu'à Paris, les promos sont un peu grandes, on est une centaine de personnes, donc on est par quart de promo avec des DJ ou des chefs pour lequel on a pas mal d'appareils d'écho où on peut s'entraîner ou quand on a des questions, on est vraiment par petits groupes de 2 ou 3 personnes. Donc c'est vraiment un moment où on peut vraiment pratiquer, donc c'est pas mal. Au niveau de la simulation, on n'en a pas tant que ça. Organisé par le DESMU de Paris, mais par contre en stage on peut en avoir en fonction des stages dans lesquels on va, et aussi il y a plusieurs CESU dans la région parisienne auxquels on peut s'inscrire quand on est interne, et donc c'est pas mal, on peut avoir des formations un peu diverses. Par exemple on peut faire du NRBC, on peut faire de l'arrêt cardiaque, on peut faire vraiment plein de choses différentes, donc c'est pas mal de se renseigner. Moi j'ai découvert ça un peu plus tard dans mon internat, donc ça peut être cool. Au niveau de la maquette, on a vraiment de nombreux stages auxquels on peut accéder, puisque la région est très grande, on a beaucoup d'hôpitaux. Euh, à Paris, on a à peu près, je crois, 150 hôpitaux avec, je regarde, avec 20 CHU. Donc, vraiment, il y a une multitude de choix avec chaque service qui a sa spécificité. Donc, ça peut être pas mal pour se former dans des choses précises en fonction du semestre. Ensuite, on a pas mal de recherches. On peut faire aussi des interchus. Il faut monter tout un dossier, mais ça se fait plutôt pas mal. Je connais plein de gens qui sont partis en interchu. Donc, vraiment, faut pas hésiter. Et après, ce qui est bien aussi à Paris, c'est qu'on a justement sur place beaucoup de DU disponibles auxquels on peut s'inscrire. Et sachant que quand on est inscrit dans la fac du DU, on n'a pas besoin de repayer l'inscription. Donc ça, c'est pas mal. Et aussi, on a la FST. On a surtout de la FST pédiatrique. On a une vingtaine de places, si je dis pas de bêtises. Donc, on a toutes les personnes qui ont demandé cette année ont été acceptées.
des retours que j'ai. Donc, si vous êtes intéressé, il ne faut pas hésiter. Ensuite, c'est vraiment une région qui est très, très vaste avec des besoins, des patients, il y a plein de choses qui sont très différentes en fonction de la localisation et du stage que vous choisissez. Donc, peu importe le stage que vous allez faire, vous tomberez jamais deux fois sur le même stage. Je peux le garantir, à part si c'est votre souhait. Mais normalement, ça devrait le faire. Ensuite, au niveau logement, c'est quelque chose qu'il faut quand même aborder parce qu'à Paris, il n'y a pas beaucoup d'internats disponibles. C'est plutôt en périphérie où il y en a. Il y a quelques logements qui sont faits pour les néo-internes. Il faut faire des demandes, mais il n'y en a pas non plus énormément. Et il faut savoir quand même que le logement sur Paris, je pense que je ne surprends personne, mais il faut quand même le dire, que c'est quand même pas donné. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, sachant que c'est pas comme dans les Outre-mer où on a à Paris de revalorisation de salaire. On a le même salaire que dans les autres subdivisions. Donc il faut quand même être au courant de ça avant de venir. Ensuite, Paris. Que dire Paris? Paris, la capitale. Paris, il y a tellement de choses à faire. Peu importe le moment de la journée, peu importe le mood dans lequel vous êtes, vous trouverez toujours quelque chose qui va vous correspondre, que ce soit culturel, sportif, de la nature. Mine de rien, on a quand même plein de choses aux alentours de Paris. On peut prendre le métro, le RER pour s'écarter, prendre un peu le train pour aller un peu plus loin. Et ça permet d'avoir tout, pas très très loin. Donc pour les gens qui hésitent à choisir Paris par peur de ne plus voir de nature, ne plus voir tout ça, je vous conseille de prendre TGV Max pour pouvoir profiter de tout ça. Vraiment, ça permet en repos de garde ou sur des petits week-ends, de pouvoir partir plus ou moins loin, de quelques heures de route à l'autre bout de la France, chose que je fais beaucoup comme certains de mes co-internes pour pouvoir profiter de tout ça. Et puis, une fois qu'on est à Paris aussi, on n'a pas que le train accessible, on a aussi l'avion, on a beaucoup de choses qui sont très très proches. Donc ça, c'est vrai que c'est un gros plus, je dirais, de Paris et de l'internat. Donc voilà pour Paris. J'ai vu que dans le chat, il y avait quelques questions. Je regarde, je crois qu'il y avait une question pour Clémentine, pour les Antilles-Guyane, où quelqu'un demandait, je vais retrouver, si on fait les 4 ans aux Antilles-Guyane ou si il faut partir ailleurs. Je pense que c'est une question d'interchus, si les interchus sont obligatoires ou pas. Si t'es encore là, Clémentine. Est-ce que Clémentine est là? Non, elle n'est pas là. Alors, de mémoire, aux Antilles-Guyane, on n'est pas obligé de faire d'interchu. On peut faire tous les stages là-bas parce qu'il y a quand même 3 territoires différents. Et en médecine d'urgence, c'est pas comme certaines autres spécialités où il y a que certains centres de référence. De mémoire, on peut faire tout notre internat là-bas. Mais information à reconfirmer, mais normalement, c'est bon. Et je regarde. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, mais je crois que toutes les questions ont été répondues pour le moment. Donc on va pouvoir, Cyril, si tu m'entends, remettre justement tous nos contacts, la diapo avec tous nos Oui, contacts pour que les gens puissent. je remets tout ça. Merci. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais vous remettre dans le chat le lien du live de l'année dernière. Parce que l'année dernière, on avait réussi à avoir pas mal de référents de subdivisions. Donc, si par hasard, les subdivisions dans lesquelles vous êtes intéressés ne sont pas là ce soir, regardez le lien que je vous envoie. Peut-être que vous allez avoir plus d'infos nécessaires. Euh, Donc, je pense que vous avez pu voir au travers des différentes présentations, que ce soit celle de Cyril pour la médecine d'urgence en tant que telle ou des différents référents, que la médecine d'urgence, c'est vraiment quelque chose de très vaste, de très intense, que ça va dans tous les sens, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez faire. Et c'est ça qui est hyper bien. Je l'ai vu au cours de mes différents semestres, qu'on peut devenir le médecin qu'on a envie de devenir en médecine d'urgence. Si on a envie de faire que de la clinique, on peut faire que de la clinique. Si on a envie de faire de la recherche, on peut aussi en faire. Si on veut faire de la simulation avec le CESU, on peut destiner une partie de notre temps à faire ça, des évacuations sanitaires. C'est vraiment extrêmement vaste. Et vous allez voir, si vous choisissez la médecine d'urgence, que j'encourage fortement à faire, parce que vous ne serez pas déçus, vous allez rencontrer beaucoup, beaucoup de profils différents avec des gens qui ont des profils qui se sont dessinés au cours des années.
et que vous pourrez discuter avec ce genre de personnes pour voir comment faire pour accéder à ce genre de pratique. Donc voilà, vraiment, il ne faut pas hésiter à poser des questions et vous allez voir, la médecine d'urgence, vous pouvez devenir qui vous voulez et ce que vous aimez. C'est vraiment hyper bien. Et n'hésitez pas s'il y a d'autres personnes qui veulent rajouter des choses. Je regarde dans le chat. Pour Paris, est-ce qu'on peut faire tous les stages en intramuros ou obligé de faire en périphérie au moins une fois? Alors, à Paris, ce qui est bien, c'est qu'on a des stages en intramuros qui sont des stages de périphérie parce qu'ils ne sont pas notés comme des CHU parce qu'il n'y a pas de PUPH au sein des services. Donc, tu n'es pas obligé de le faire à l'extérieur de l'Île-de-France. Il faut juste se renseigner avant de choisir les stages. Est-ce qu'ils sont décrits comme un CHU ou pas pour le stage désigné? De rien, Elise. Donc voilà, je ne sais pas, Cyril, si tu as d'autres choses à rajouter sur la présentation ou s'il y a des choses qu'on a Oui. oublié de dire. Juste rajouter pour Paris, puisque moi aussi je suis de Paris, la date pour la pré-rentrée, pour la réunion de présentation, ce sera le 17 septembre, a priori. Et donc c'est en gros une réunion d'accueil avec le coordonnateur et la présidente de la commission des universitaires, Florence Dumas. Et donc, justement, en général, il réexplique la difficulté, enfin, les différences qu'il y a entre stage en CHU et stage en hors CHU. Stage en CHU, c'est un stage dans un hôpital où il y a forcément un PUPH ou un chef de clinique, qui sont des personnels considérés comme hospitalo-universitaires. Mais vous pouvez faire des stages dans un CHU dans lequel vous avez que des praticiens hospitaliers. Dans ce cas-là, c'est considéré comme un stage périphérique hors CHU. Et donc ça, c'est des choses qu'il faudra anticiper par rapport à votre maquette. Mais ça, vous avez le temps, une fois que vous êtes interne, on vous explique très rapidement. Et puis aussi une dernière petite chose pour être un petit peu plus rabat-joie en ça. Notre spécialité, c'est quand même finalement 3 ans, puis 1 an de docteur junior. Et à l'issue des 3 ans, il faut quand même envisager une thèse. Et donc ça, c'est des choses euh, qui vous seront proposées du départ. Et donc, n'hésitez pas c'est pas quelque chose qui fait peur, ça demande du travail, on passe tous par là, mais c'est surtout faites-la avec des équipes dans lesquelles vous vous sentez bien, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. C'est faites-le de préférence sur des thématiques qui vous plaisent, parce qu'on arrive toujours mieux à s'intéresser à quelque chose qui nous plaît avec quelque chose qu'on nous impose. Et la dernière chose, c'est et une chose qui est vraiment importante, quelle que soit la région et la subdivision, c'est que quoi qu'il arrive, si vous vous sentez maltraité, si vous avez des doutes, on passe tous par cette période-là. Il y aura forcément des hauts et des bas. Ne pas hésiter à en parler. Euh, Parfois, les proches ne comprennent pas forcément quand ils sont pas dans le domaine, ce qu'on vit tous les jours, mais vous avez la chance de toujours avoir des représentants et des co-internes et des choses comme ça. Et surtout, même si on a une spécialité qui nous demande, qui est très exigeante, n'hésitez pas à partager, à sortir et à pas vous enfermer dedans. Parce que euh, on est en première ligne, comme beaucoup de spécialités. Mais nous, on est ceux qui annoncent les mauvaises choses. On est ceux qui en fait, sont aussi porteurs de mauvaises nouvelles. Et donc, voilà, ça peut nous fragiliser. Donc, n'hésitez pas vraiment à bien vous entourer et n'hésitez pas aussi à voir localement. Vous avez toujours un interlocuteur qui est présent. Pour répondre, il y a 2 questions qui sont mises. Peut-on vivre convenablement avec le salaire d'un interne? Alors, en gros, un loyer, c'est en gros autour de 800-900 € à peu près, minimum, à peu près, en gros. Le coût de la vie,
comptez qu'en gros, vous avez 2 tiers de votre salaire qui part dans tout ce que vous avez, loyer, charges. Donc voilà. Donc la première année, c'est une année qui est un petit peu compliquée financièrement parlant, parce que, et notamment les premiers semestres, parce que vous n'avez pas les gardes qui arrivent en général au mois de décembre. Donc voilà, ça peut être un peu compliqué au moins les 2, 3, le premier semestre. Bon, faut pas se mentir. Mais par rapport aux autres spécialités, nous faisons plus de gardes. Après, ça dépend aussi quel est votre premier stage, mais souvent, par rapport aux autres, on a quand même des salaires dans l'internat qui sont plus élevés. Et après, est-ce qu'il existe des solutions pour pratiquer la médecine générale? Alors, euh, aujourd'hui, les réponses officielles, c'est vous êtes médecin urgentiste, vous continuez à être médecin urgentiste. Dans la vraie vie, progressivement, vous avez des exercices qui se font et qui se font notamment soit dans des centres non programmés, soit en faisant du circuit à court. Enfin, vous pouvez faire évoluer votre pratique sur de la médecine d'urgence, mais un peu plus calme, on va dire, avec moins de garde. Ça, les choses peuvent évoluer. Vous pouvez en fait moduler votre exercice. Par contre, vous n'aurez pas le titre de médecin généraliste, sauf sauf si en fait vous demandez une requalification par l'ordre. Voilà, ça c'est des choses pour l'instant qu'il y a. Alors, hésiter. SOS médecin, oui, et accessible en tant qu'urgentiste, oui. Ça, oui. Pourquoi? Parce que ça fait partie en fait de nos pratiques, puisque c'est de la médecine d'urgence et de la médecine non programmée. Ensuite, Il y a une autre question, si tu veux, je ouais, peux répondre. Cyril, une ouais. question qui dit qu'il y a qui hésite pardon, entre de la médecine générale et des urgences. Est-ce que nous aussi on avait hésité et qu'est-ce qui nous a permis de décider? Et ben, c'est pile poil mon cas. J'ai beaucoup hésité entre ces deux spécialités qui sont très transversales et polyvalentes parce que je voulais pas me spécialiser dans un organe en particulier. Et après, j'ai essayé de faire les plus et les moins de chaque spécialité. Et ce qui m'a aidé à choisir, c'est le fait de travailler en équipe à l'hôpital, d'avoir un plateau technique avec des possibilités de faire plein de gestes techniques si j'avais envie d'en faire, le fait de pouvoir aussi faire pas mal d'échographies, parce que dans la formation aussi, on est très bien formé, je trouve, sur ça, et le fait de pouvoir avoir un peu une palette très vaste de ma pratique, de faire du préhospitalier, de la régulation, de faire des urgences, que ce soit être à la SAUB ou au déchocage, là où il y a les patients les plus graves, comme du circuit valide, où les patients sont là pour de la traumatologie ou des motifs qui se rapprochent un peu plus de la médecine générale. Et c'est ça, le fait de toujours arriver, de ne pas avoir de semaines qui se ressemblent, et d'avoir aussi quand même le complément de garde, le fait de travailler le jour, la nuit, ça me dérangeait pas forcément, au contraire, d'avoir un rythme qui varie. Donc ça m'a beaucoup fait pencher sur ça. Et la seule petite question que je me posais sur le suivi des patients, et au final, je me suis rendu compte qu'on voit tellement de choses différentes, on voit tellement plein de choses que ça me manque pas forcément. Et s'il y a certains patients desquels je veux avoir des nouvelles, je garde leur nom dans un carnet où justement je regarde quelques jours ou quelques semaines plus tard ce qu'ils sont devenus lors de l'hospitalisation, où je demande à des collègues dans quel service ils sont allés pour savoir ce qu'ils sont devenus. Mais voilà ce qui m'a aidé à choisir. À titre personnel, moi j'ai fait 1 an de médecine générale et j'ai changé à l'issue de la première année. J'avais commencé en fait par mon stage de médecine d'urgence où j'avais adoré parce que certes c'était dans un hôpital périphérique où on était peu voire pas seniorisé, mais en même temps pour le coup en fait ça t'oblige à te faire confiance aussi. Alors, au début, quand tu es en premier semestre, la confiance, elle est très loin d'être acquise. Mais c'est surtout que, en fait, progressivement, tu prends de l'expérience. Ça t'apprend à examiner et rechercher si c'est grave ou pas grave tout de suite. Et puis finalement, tu as toujours un ami réanimateur qui est là et qui peut te guider aussi. Et moi, mon stage de médecine générale j'avais été avec des MSU très, très bien, sauf qu'en fait, le rythme était trop routinier.
Et ce qui m'a fait décider, ce qui a confirmé mon choix, c'est le fait de dire que, en fait, j'aime pas que les choses soient planifiées. J'aime être débordé. J'aime avoir plein de choses en même temps. J'aime avoir le patient qui arrive qui est plus grave que le précédent. Alors oui, ça peut être stressant, mais en même temps, c'est revigorant de passer d'un patient qui arrive, qui a une colique néphrétique, ça, vous allez en voir à l'appel, et puis le patient qui va arriver juste après, qui se sera luxé l'épaule, qu'il va falloir remettre, et puis le patient après qui arrivera, à qui il faut faire de la VNI, et puis en fait, vous allez finalement faire en fait une journée où vous allez rendre compte qu'il est 18 heures déjà alors que vous n'avez pas vu passer la journée. Et ça, c'est se lever le matin et se dire que c'est le bon endroit. Je pense que c'est ça qui fait décider. Et si tu as vraiment un doute, la médecine générale, c'est une médecine qui est difficile et qui passe beaucoup sur la coordination de soins et du suivi de patients chroniques. Tout dépend si le matin, si ce qui te fait vibrer, c'est de mettre une aiguille dans le dos à un patient et de lui apporter une réponse, prends la médecine d'urgence. Si tu préfères te donner un petit peu plus de temps, d'aller à un rythme un peu plus avec un patient que tu reverras de façon régulière, prends la médecine générale. Après, la médecine d'urgence est vraiment très sympa. Et puis, la question, est-ce qu'on peut faire un exercice avec de l'humanitaire et du SSE? Est-ce que c'est facile d'accès? Alors, l'humanitaire, vous avez en fait une grosse demande euh, partout, parce que le médecin urgentiste, par définition, en fait, on aime bien aller dans les milieux un peu extrêmes. Donc l'humanitaire, vous avez des médecins urgentistes qui vont faire par exemple 3 mois en humanitaire et qui reviennent après pour enrichir leur pratique. Du SSE, en fait, en tant que tel, vous avez très rarement de médecins urgentistes avec uniquement un exercice de SSE. Mais par contre, vous avez, notamment, c'est plutôt organisé par les SAMU et les CESU. Vous avez en fait les DRM, les directeurs de régulation médicale, qui sont présents et qui ont une activité, notamment dès qu'il y a dès qu'il y a une menace NRBC ou dès qu'il y a une menace sur une libération de produits, de la fumée, une suspicion d'infection type Ebola, quand même, on en a eu beaucoup. Vous avez des exercices, mais qui sont plutôt rattachés, il me semble, aux exercices de SAMU. Donc voilà, en tant que tel, faire que du SSE. Par contre, vous pouvez, par l'intermédiaire des CESU, donc les centres en fait de simulation et qui sont présents dans chacune des régions de France, vous avez des formateurs SSE qui sont présents. Il faut savoir que les formations qui sont réalisées là-bas sont des formations qui sont gratuites pour les internes. Donc, et ça, vous pouvez apprendre à poser un drain, vous pouvez apprendre à évacuer un pneumothorax, mais vous pouvez aussi apprendre à organiser avec les différents avenants le damage control, la gestion d'une situation NRBC. Mais ça, c'est plutôt dans les CESU et dans les SAMU. Enfin, en lien avec les CESU et les SAMU. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la médecine d'urgence? Le reste. Alors, Alors, pour la médicalisation d'événements sportifs, est-ce que ce sont des postes accessibles facilement? Il y a la FST du sport. Est-ce qu'il y a d'autres spécialités? Oula, est-ce qu'il y a d'autres spécialités comme la médio ou la MPR en accès facile avec cette FST? Alors moi, je connais plusieurs internes ou des seniors qui justement font de la médicalisation d'événements sportifs. Donc c'est quelque chose qui se fait bien. Il faut justement se renseigner. Il y a des contacts qu'on peut se faire très facilement pour pouvoir avoir soit des missions une à une, soit justement des contrats, par exemple que ce soit sur le marathon de Paris ou que ce soit sur la médicalisation d'un concert ou que ce soit sur la médicalisation de
de n'importe quoi. C'est souvent des médecins urgentistes qui cherchent parce que justement, c'est les médecins les plus appropriés pour avoir ce genre de profil. Et après, pour la médecine, la FST médecine du sport, peut-être que Cyril, tu peux plus répondre que moi. Je ne sais pas exactement s'il y a dans toutes les villes et si c'est facilement accessible ou pas. Alors, il y a dans toutes les villes, après, comme toutes les spécialités, comme toutes les FST, il y a un nombre de places qui est limité. La médecine du sport, en gros, ça reste. Alors, en gros, vous avez trois grosses spécialités qui vont y accéder. La médecine générale, la rhumato, MPR et la médecine d'urgence. Et il me semble qu'au niveau national, je dis bien national, c'est à peu près un tiers, un tiers, un tiers d'accès avec des régions en fait où vous aurez plus facilement accès à de la au rhumatologue, et puis d'autres régions où ça va être un peu plus des médecins généralistes. Par contre, là, j'avoue que je ne sais pas vous donner précisément quelles sont les subdivisions dans lesquelles la FST médecine du sport est plus ouverte aux médecins urgentistes. Ensuite, alors, Master 2 et recherche. Alors là, je vais pouvoir t'aider un poil plus, puisque moi, j'ai fait Master et thèse de sciences. En gros, on est de plus en plus nombreux à être universitaires, dans le sens, parce que avant tout, c'est une question de choix, tu fais de la recherche si ça te plaît. C'est déjà la première chose qu'il y a. Est-ce que c'est facile d'accès? Alors, si tu arrives et que tu vois un chef de service et que tu lui dis bonjour, je voudrais faire de la recherche, honnêtement, ses yeux vont briller et il te laissera pas partir comme ça. Oui, tu peux accéder facilement à de la recherche et à un master et un master 2. Euh, Après, le master 2, si tu le fais pendant ton internat, faut bien faire attention par rapport au stage que tu as, parce que un master 2, c'est quand même, ça peut nécessiter en fait de t'arrêter pendant 6 mois pour pouvoir accéder en fait correctement, pour pouvoir faire ton master correctement. Ensuite, de la recherche dans les services, il y a il y a certains universitaires qui font de la recherche, mais pas que. Il y a des praticiens qui font de la recherche. Tu n'as pas besoin d'avoir une étiquette universitaire pour faire de la recherche. Est-ce que vous avez déjà eu peur pour votre sécurité en stage? Alors, à titre personnel, non, mais je pense que ça peut arriver. Ça peut arriver parce que tu es en première ligne et que tu peux avoir des urgences psychiatriques un peu vénères. Mais théoriquement, tu as les vigiles qui doivent intervenir rapidement. Voilà. Donc, en soi, il n'y a pas. Tu peux avoir peur pour ta sécurité, notamment plutôt dans des situations d'urgence psychiatrique incontrôlée. Voilà. Et enfin, est-ce qu'un dentiste en clinique a une meilleure qualité de vie qu'au CHU? Alors, faut savoir que, en gros, quand tu es senior, tu as 6 gardes par mois de 24 heures. D'accord? C'est en gros, par mois, c'est 39 heures semaine, ce qui fait à peu près 6 gardes, 6 gardes par mois. En clinique, selon les cliniques, tu peux avoir moins d'activité, tu peux avoir un flux moins important qu'en CHU, mais en général, tu n'as qu'un urgentiste de garde. Est-ce qu'il y a une meilleure qualité de vie? Je ne sais pas, je ne peux pas te répondre. Je peux juste te dire qu'en termes de garde, normalement, c'est à peu près le même nombre de gardes qu'en CHU. Au niveau du salaire, si c'est une clinique privée, tout dépendra de ton statut. Si tu es salarié, bah, c'est un salaire fixe. Si tu es plutôt en libéral, tu as un salaire plus important, mais tu as des charges à payer. Et le temps de travail, c'est jusqu'à 48 heures semaine. Et après, ça passe en temps additionnel. Est-ce que tu peux travailler dans les structures d'urgence non programmées? Oui. Tu peux ne pas faire de garde. Pendant ton internat, tu es obligé d'en faire.
mais après, tu peux ne pas faire de garde. Je ne sais pas si Naomi avait d'autres points que tu voulais rajouter. Non, juste sur la question de la sécurité, il faut pas oublier qu'on travaille en équipe, on n'est pas tout seul. Oui, quand on voit les patients, on est tout seul dans le box, mais il y a toujours des gens autour de nous, on n'est pas seul dans l'hôpital. Il y a toujours d'autres chefs, les infirmiers, les aides-soignants, la sécurité, comme tu l'as dit. Enfin, moi non plus dans mon internat, j'ai eu la chance de jamais eu avoir de problème comme ça. Mais c'est vrai qu'on est une équipe et quand ça se passe, il y a toujours quelqu'un qui peut venir nous aider. Donc ça, il faut pas l'oublier non plus. On n'est pas tout seul dans notre coin. Après, sinon, j'ai l'impression que toutes les questions ont été posées. On va remettre peut-être juste la diapo avec tous nos contextes. Je crois que c'est la diapo suivante, Cyril, Ouais. de mémoire. Attends, je te dis ça, c'est ça juste après. Celle-là. Donc, voilà. Donc n'hésitez pas. Donc tout à gauche, c'est la couverture du tour de garde. Donc c'est vraiment le guide avec toutes les subdivisions, toutes les spécificités. Donc c'est l'édition 2025 qui est disponible. Je vous l'ai mis plus haut dans le chat. Il est aussi disponible sur le Facebook, le groupe Facebook qu'on a créé aujourd'hui. Donc vous pouvez tout retrouver et dès que toutes les informations sont OK, on vous met la version 2026. On a aussi le site internet de la JMU où il y a beaucoup d'informations. On est en train de remettre à jour aussi tous les référents et les coordonnateurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les consulter. Il y a pas mal de choses. Si vous avez des questions plus précises, vous pouvez soit envoyer au référent de la subdivision ou si c'est sur la médecine d'urgence en général, il y a notre adresse mail, donc contact@ajmu.fr. Et après, n'hésitez pas, il y a tous nos réseaux. Il y a Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube. Nous, enfin, moi, je regarde surtout sur Instagram et Facebook. Et comme ça, vous avez pas mal d'infos qui passe, donc c'est pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles questions? Hmm. Est-ce que c'est possible d'avoir un emploi du temps plutôt régulier après l'internat si à un moment donné on ne veut plus faire de garde? Et bien ça, je dirais que c'est un peu, ça dépend du service dans lequel tu postules, ça dépend le contrat que tu prends. Il y a plein de chefs que j'ai rencontrés qui soit ont des contrats à 100%, soit à 80%. Ça dépend, ou à 50% s'ils ont une activité autre associée. Donc c'est vraiment, ce qui est important, je trouve, c'est d'essayer plusieurs hôpitaux différents pour voir où est-ce que tu te sens bien, où est-ce que tu trouves un équilibre justement entre ta pratique, ta vie personnelle et le rythme que tu as envie de garder. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est pas mal pour les questions. Après, juste Dis-moi. pour revenir pour l'aspect, pour vous donner un exemple pratique, par exemple, si vous faites euh, du SMUR ou si vous décidez de faire que de l'activité SMUR, par exemple, vous pouvez dire bah, je veux faire que de la régulation, mais en journée. Vous serez posté peut-être un tout petit peu plus souvent parce que, mais vous pouvez avoir un emploi du temps avec en bossant en fait 4 jours par semaine, puisque au final, vraiment, il y a le respect des 48 heures. Donc, il faut partir que 48 heures, c'est 4 fois 12 heures. Donc, c'est par exemple, ça peut être du 8h, 20h. Mais si vous faites 8h, 18h, ça fait vous travaillez 4 jours et demi en fait par semaine. Donc voilà, c'est le fait. Alors bien sûr, si vous faites moins de garde, financièrement parlant, bah, automatiquement il y aura pas cet argent des gardes, hein, mais vous pouvez aussi après avoir d'autres activités. Vous pouvez faire de l'expertise, vous pouvez faire en fait, vous pouvez faire du non programmé à côté. Voilà, votre exercice peut être modulable. Oui, il faut savoir aussi qu'en fonction de où vous êtes posté, c'est pas du tout
la même fatigue. Par exemple, à la régulation, ce sera plutôt le fait d'avoir beaucoup d'appels. C'est pas physiquement que vous allez être fatigué, c'est peut-être le fait d'avoir beaucoup de sujets différents qui vont s'enchaîner, et devoir réfléchir rapidement. C'est pas la même chose que quand vous êtes en SMUR où ça peut être très calme et d'un seul coup un pic d'adrénaline parce qu'il y a une sortie sur quelque chose d'un peu grave, un peu important à gérer. C'est pas la même chose que quand vous êtes au box où vous avez un flux qui est plutôt constant. Enfin, ça... Et le fait de varier comme ça sur ces différents pôles, ça permet aussi que ce soit pas récurrent tous les jours quand on arrive à l'hôpital. Donc voilà, moi je pense que toutes les questions ont été posées. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur nos réseaux sociaux ou par mail. On fera un plaisir de répondre. Contactez aussi si besoin les référents. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook, comme ça vous allez pouvoir retrouver plus facilement les infos et consulter le guide parce qu'il y a déjà pas mal d'infos. Donc toutes les infos qu'il y a dans le guide, comme ça, ce sera des questions plus précises que vous pourrez poser aux référents parce que c'est vraiment eux qui ont participé à la conception du guide. Donc les infos qui sont dedans, c'est des infos qui sont actuelles. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions plus précises à les contacter. Mais voilà, prenez la médecine d'urgence, c'est Naomi, génial. il y a le référent Damien qui vient de se connecter aussi. Ah, super. Et bah, euh, si tu veux prendre la parole pour présenter Amiens, Antoine, n'hésite pas. Si tu es dispo et que tu peux le présenter, n'hésite pas. Bonsoir à tous. Alors, malheureusement, ça risque d'être un petit peu rapide parce que je suis un peu entre deux. Alors, Amiens, pour ceux qui connaissent pas, j'ai eu un peu de mal à la situer, moi aussi, la première fois qu'on en a parlé, c'est entre Paris et Lille. Pour les Parisiens, c'est deux fois la distance entre Paris et le parc Astérix. C'est pour Lille, c'est pour ceux qui descendront, il viendra un petit peu des sudistes. Globalement, la subdivision, on est 14 par promo, peut-être éventuellement 16 un seul CHU, Amiens, donc il y a une particularité, c'est d'être assez éloigné de Paris et de Lille pour pouvoir être indépendant. Donc ça serait des pratiques, on a un gros plateau technique sur place et on peut en fait tout faire depuis Amiens. La seule chose qu'on fait pas globalement, c'est les choses un peu surspécialisées qu'on laisse soit à Lille pour les questions de décompression, les consultations hépatiques à Paul Brousse à Paris. Sinon, c'est plutôt pas mal. Pas mal de périphes aussi. Alors les périphéries, elles sont plutôt variées. On a des périphes qui sont assez proches. On a une qui est assez proche, qui est dans le Doubs, finalement, Abbeville et Beauvais. Sinon, les autres sont par contre plutôt éloignés. Ils sont plutôt sur l'ordre de l'heure à l'heure et demie de route, avec Compiègne, Saint-Quentin, Laon, qui est peut-être la plus éloignée, qui est très proche de la subdivision de Reims, finalement, mais avec le jeu des découpages qui se retrouve chez nous. On a également Montreuil-sur-Mer, un peu plus au nord, pour les nordistes. Sinon, particularité d'Amiens, on a la chance d'avoir le SIMU Santé sur place, qui nous permet d'avoir des cours une fois par mois. On a 2 jours de cours, 2 à 3 jours en général, qui ont lieu au SIMU Santé. En général, une partie théorique le matin, partie application pratique l'après-midi. Et on a cette chance d'avoir le SIMU Santé, c'est un grand centre de simulation et de fidélité. Où ils ont reproduit le SOV, ils ont reproduit aussi une amiénoise, qui est la maison typique d'Amiens, mais qui a la particularité d'être extrêmement exiguë, donc qui a besoin aussi une coup de formation en plus, notamment pour l'extra-hospitalier. Voilà, globalement, après, c'est le point fort d'Amiens, ça va être la part sur la simulation. Tu sais qu'on a un gros CHU avec un blocage géré par les urgentistes. Et on gère tout ce qui va être RMS et Polytro avant de passer la main aux collègues intensivistes. Merci beaucoup Antoine pour les infos pour Amiens. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres référents qui n'ont pas pris la parole, qui viennent de se connecter, parce qu'il y a des gens qui sont en garde et qui alternent entre pouvoir parler ou pas. Je crois que tout le monde est passé. N'hésitez pas. Et sinon, si tout le monde est passé, on va pouvoir passer au mot de la fin et pouvoir clôturer le live. En tout cas, merci Antoine pour ton arrivée pile poil au bon moment pour présenter. Donc, je pense que c'est tout bon. Donc, on va pouvoir se quitter. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient sur le live. On espère qu'on vous a
donné envie de faire de la médecine d'urgence ou au moins qu'on vous a donné les informations que vous recherchiez à avoir pour pouvoir faire vos choix. On sait que dans cette période un peu charnière qu'on a tous traversée, parce juste avant de choisir l'internat, on a pas mal de questions, on se remet beaucoup en question, mais ne vous inquiétez pas, vous ferez un choix. Si le choix n'est pas bon, vous aurez la possibilité de rechanger. N'oubliez pas, il y a toujours le droit au remords si besoin. Mais écoutez votre cœur, écoutez-vous surtout. Qu'est-ce qui vous intéresse? Comment est-ce que vous voyez plus tard votre mode de vie? Et c'est surtout ça qui va vous permettre de faire le bon choix. Et pareil pour la subdivision, toutes les subdivisions ont des plus, toutes les subdivisions ont des moins. Il faut juste savoir ce que vous avez envie, que ce soit plus sur la formation, sur ce qui doit vous entourer. Est-ce que vous avez besoin de nature? Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? De la montagne, de l'océan? Enfin, c'est vraiment quelque chose qui va vous être très personnel. Mais en tout cas, vous allez tous choisir ce qu'il vous faut. Ne vous inquiétez pas. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter et à regarder justement tous les supports qui est à votre disposition. Au revoir tout le monde!